Bonjour à tous et à toutes. On va reprendre. Je suis Ariane Rouby, première vice-présidente de l'ISNAR-IMG et interne en médecine générale en 3e année à Toulouse. Je vais vous présenter l'enquête santé mentale des étudiants et étudiantes en médecine et interne de 2024. Il s'agit de la plus grande enquête sur la santé mentale des étudiants et étudiantes en médecine de France. Elle a été réalisée en partenariat avec l'ISNI, l'intersyndicale nationale des internes, représentée ici par M. Kylian Lelgouarch, leur président, l'ANEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine de France, représentée ici par M. Lucas Poitvin, leur président, ainsi que l'ISNAR-IMG. Avant de commencer, nous tenons à vous prévenir que nous allons aborder des sujets sensibles, notamment les violences sexistes et sexuelles, les addictions, ainsi que les problèmes de santé mentale, comprenant la dépression, l'anxiété et le suicide. Si vous sentez le besoin de quitter la salle, sentez-vous libre. Nous avons également 4 personnes de confiance sur le congrès que vous pouvez joindre à tout moment si vous sentez le besoin de parler à quelqu'un de neutre ou bien de vous tenir à l'écart. Nous allons commencer par une présentation de notre enquête nationale ainsi que d'une partie des résultats. Puis nous aurons un temps d'échange entre vous et les acteurs et actrices de l'enquête. Reprenons un peu de contexte. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est la santé mentale finalement? La santé mentale, c'est une compétence essentielle de la santé et ce n'est pas seulement caractérisé par l'absence de troubles ou de handicaps mentaux. Selon l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Cette enquête santé mentale menée par l'ANEMF, l'ISNI et l'ISNAR-IMG pour interroger les étudiants et étudiantes en médecine de la 2e année à la fin de l'internat, c'est les étudiants que nous représentons. En 2017, nous avions réalisé pour la première fois l'enquête santé mentale des étudiants et internes. Celle-ci avait mené à la publication du rapport sur la qualité de vie des étudiants en santé due à une demande du gouvernement. En 2021, une mise à jour nous a semblé nécessaire devant l'inaction des politiques publiques en la matière. Nous avons notamment pu, en 2021, ajouter quelques notions, notamment des questions sur les violences sexistes et sexuelles ainsi que sur les humiliations. En 2024, nous avons voulu mettre à jour ces données, car en 2021, la crise du Covid était passée par là et a pu affecter la santé mentale des soignants qui étaient alors en première ligne à ce moment-là. Nous avons donc mis à jour les données en 2024 en ajoutant encore de nouvelles données. Cette fois-ci, nous avons en plus posé des questions sur les addictions et les troubles du comportement alimentaire notamment. Le questionnaire a été créé avec l'appui méthodologique du Dr Ariel Fragerman, praticien hospitalier GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et chercheur INSERM. Le Dr Ariel Fragerman est présent ici pour le temps d'échange qui suivra et nous remercions chaleureusement pour son travail indispensable dans ce projet, son encadrement et le travail scientifique de l'étude. Il a été un réel soutien pour ce projet, ainsi que le professeur Yannick Morvan, enseignant et chercheur en psychologie, qui nous a aussi bien aidé au fil de l'enquête. Je pense qu'on peut le remercier et l'applaudir chaleureusement. Le but de cette enquête était de nous donner la parole, de savoir comment nous, les médecins en formation, nous nous sentions. Toutes vos réponses nous permettent ensuite de porter votre voix politiquement, mais aussi, et c'est là l'originalité de cette enquête, d'aller dans le monde scientifique avec des publications scientifiques à la clé. En effet, notre enquête s'articule autour d'un questionnaire diffusé aux étudiants, étudiantes et internes, et ce questionnaire se compose d'échelles scientifiques validées, comme par exemple la HAD pour l'anxiété et la dépression, que vous connaissez peut-être, le NBI pour les burn-out, ou encore l'audit pour l'alcool. Cela nous permet notamment de comparer les données avec les autres études en population générale. Le questionnaire a été rendu disponible via une plateforme sécurisée de juin à juillet 2024 et validé par un comité d'éthique. La conférence des doyens a approuvé le questionnaire et nous a notamment permis de le diffuser par toutes les scolarités. Vous aviez dû le recevoir donc par mail à ce moment-là. Mais nous tenons aussi à remercier chaleureusement tout le réseau associatif et syndical locaux qui ont relayé sur tout leur réseau le questionnaire afin qu'un maximum d'entre nous puissent y participer.
Donc nous les remercions beaucoup et nous vous remercions surtout vous d'avoir répondu, car ça pouvait être éprouvant de répondre à ces questions sensibles et on sait que ça a pu vous coûter à chacun et chacune d'entre vous de partager ça avec nous. Merci à vous. Il y a donc eu 8307 étudiants et étudiantes qui ont répondu à l'enquête. Les répondantes sont à 71% des femmes, ce qui correspond à la répartition de genre depuis quelques années dans nos études de médecine. Alors maintenant, allons dans les chiffres. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Plus d'un répondant sur 2 est touché par des symptômes d'anxiété. Parmi les personnes ayant répondu à l'enquête, on dépiste 23% de burn-out chez les 2e et 3e années. Et ce chiffre passe à 66% chez les externes et internes, c'est-à-dire au moment de l'exposition à l'hôpital. Ces chiffres, ils continuent de nous surprendre, même si en fait, nous le savons. Ce ne sont pas de simples pourcentages pour nous. C'est nos vies d'étudiants et étudiantes. Nos soirées de révision avec l'angoisse du concours, la culpabilité de prendre du temps pour soi et de ne pas réviser, les chefs maltraitants et maltraitantes, les nuits passées à bosser nos cours ou en garde, notre caractère irritable avec les personnes qu'on aime, l'épuisement. C'est de ça dont on parle. Nous vous avons tous et toutes lus. Tous les commentaires que vous nous avez laissés dans la section libre de l'étude. Écoutons ces voix d'internes ensemble. Je me sens fatigué quand je me lève le matin et que j'ai à affronter une autre journée à l'université. Je suis personnellement épuisée et dégoûtée de ce système qui se casse la figure et qui broie de jeunes personnes pour tenter de sauver les meubles. L'épuisement physique, 60 à 70 heures par semaine, limite notre résilience émotionnelle. Mais on parle aussi de 27% d'épisodes dépressifs caractérisés dans l'année. C'est-à-dire, au cours des 12 derniers mois, 27% de dépression qui relèvent d'une prise en charge médicale ou par un psychologue. Je n'arrive plus à être heureuse dans ces études. Je crois que je suis même très triste. J'ai longtemps souffert pendant mon externat de troubles du comportement alimentaire avec dysmorphophobie, dépression et anxiété. Je n'ai jamais eu le courage de consulter et j'ai eu le sentiment d'avoir été abandonnée par l'hôpital sans savoir vers qui me tourner. C'est aussi un système qui nous maltraite pendant notre formation. 14% d'entre nous rapportent des humiliations répétées pendant leurs études. Nos médecins seniors pensent qu'il faut souffrir pour apprendre le métier. Certains soignants sont durs, rabaissants. J'ai eu l'impression d'être une moins que rien avec certains. Mon chef m'a dit qu'on n'était bon qu'à être des souffres-douleurs. Les humiliations ne s'arrêtent pas là. Le milieu médical n'est pas exempt des violences sexistes et sexuelles. Il peut même en être le terreau. En effet, 92 personnes nous ont rapporté avoir subi un viol ou un attouchement sexuel dans le cadre de leurs études. Et 423 autres personnes, des agressions sexuelles, c'est-à-dire sur le lieu même de leur formation, touchées contre leur gré au niveau des seins ou des fesses, coincées pour être embrassées. C'est de ça qu'on parle quand on dit que l'hôpital est dangereux pour les étudiants et surtout pour les étudiantes. 8% d'étudiants et étudiantes précliniques, presque 20% d'externes, et plus d'un quart des internes ont subi des propos ou attitudes à caractère sexuel. On voit que ce chiffre, il augmente avec l'exposition à l'hôpital. Et en effet, on remarque que 63% ont lieu à l'hôpital, et non pas majoritairement dans des soirées alcoolisées, comme les doyens se plaisent à le faire croire. Nous nous inquiétons pour les étudiants et étudiantes en médecine, mais aussi leurs collègues soignants et soignantes, ainsi que les patients et patientes exposés à ce monde hospitalier violent. Mais n'oublions pas le lien de hiérarchie, car la moitié des agresseurs sont nos supérieurs directs. Ces violences ne doivent plus passer par nous. Nous devons briser la chaîne de la maltraitance, des humiliations et des violences sexistes et sexuelles. Nous ne laisserons plus se perpétrer. Soyons les acteurs et actrices du changement. Ne restons pas des témoins silencieux et silencieuses face à ça. Devenir médecin, mais à quel prix? C'est la question que beaucoup d'entre nous se posent. À l'heure où l'accès aux soins est une priorité des Français et Françaises et que le manque de médecins est de plus en plus criant, comme nous avons pu le voir et le discuter hier dans le Flash Actu Accès aux soins,
On constate cependant que 10% des médecins en formation pensent quotidiennement à arrêter leurs études et à arrêter médecine. Pire encore, 21% ont eu des idées suicidaires au cours des 12 derniers mois. Un médecin mort ne soigne pas. Faire médecine, ce n'est pas y donner sa vie. Prenons soin de nous pour pouvoir prendre soin des patients et patientes. Prendre soin de nous, c'est identifier et comprendre les risques psychosociaux de notre profession et de notre formation pour mieux les aborder. En effet, nous cumulons les 6 facteurs de risques psychosociaux au travail. Une situation est dite dangereuse par les ressources humaines à partir de 3. Par exemple, l'intensité et le temps de travail, notamment du travail de nuit intrinsèque à notre profession, mais aussi un non-respect de la limitation horaire. En effet, les internes travaillent en moyenne 59 heures par semaine, dont 10% plus de 80 heures par semaine. Mais aussi l'exigence émotionnelle au cœur de notre métier. Le manque d'autonomie face aux politiques gouvernementales qui nous utilisent comme des variables d'ajustement du système de soins. On l'a vu récemment avec les propositions d'obligation d'installation ou d'exercice dans des zones sous-denses, ou encore la 4e année de médecine générale qui nous a été imposée sans même que nous ayons voix au chapitre. Il y a aussi les rapports sociaux au travail dégradé, comme vous l'avez vu avec le nombre de VSS et d'humiliations. Nous sommes quotidiennement plongés dans un conflit de valeurs entre notre volonté de bien soigner, d'être bienveillant, et ce système hospitalier violent avec un manque de moyens criant. La multiplication de ces réformes aussi ajoute à l'insécurité de nos conditions de travail, avec sans cesse des modifications des modalités de validation et de durée d'études, qui s'ajoutent aux changements fréquents des lieux de stage, impliquant souvent des déménagements tous les 6 mois pour les internes. On regrette un immobilisme des politiques publiques. En 2019, la CNAES, la Coordination nationale d'appui aux étudiants en santé, se crée. Aujourd'hui, en 2024, lors de l'étude, elle n'est connue que par 4,1% des étudiants en formation. Elle était pourtant présentée comme une solution à notre problème par le gouvernement. Au-delà de la méconnaissance des médecins en formation de ce dispositif, c'est bien un immobilisme et une inefficacité de ces structures que nous déplorons et dénonçons, mettant directement en danger les personnes en détresse parmi nous. Cependant, n'oubliez pas, même si on alerte sur ces dispositifs insuffisants, vous pouvez toujours consulter un ou une médecin ou psychologue. Nous sommes des médecins, mais nous pouvons aussi avoir besoin par nos confrères et consoeurs de soins. Il existe aussi des numéros d'urgence si vous en ressentez le besoin. Alors, quelle solution ? Nous en avons évoqué au cours de la table ronde de santé globale des soignants hier, des dispositifs pour prendre en charge les addictions ou encore l'association soins aux professionnels de santé. Ça existe. Mais nous avons des propositions, l'ISNI, l'ANEMF et l'ISNAR-IMG, pour changer plus, aller au niveau des institutions. En effet, les solutions ne doivent pas uniquement être issues de la société civile, mais institutionnalisées. Nos 3 structures se sont mises d'accord sur des propositions communes pour améliorer notre santé mentale. Notamment, l'ISNAR-IMG insiste sur les solutions concrètes et structurelles, comme le respect strict de la réglementation en vigueur sur le temps de travail des internes. Chaque centre hospitalier doit se munir d'un dispositif de décompte horaire du temps de travail des internes. 48 heures par semaine, avec la journée de formation comprise, pas 1 heure de plus. Sachez que sur notre site internet, vous retrouvez un outil de calcul du temps de travail pour décompter facilement les journées de formation et de repos compensateurs que vous avez à poser. Ce sont nos droits, ils sont là pour nous protéger. Utilisons-les. Nous voulons aussi mettre en place une formation standardisée des étudiantes et étudiantes ainsi que des enseignants et enseignantes en santé mentale sur la prévention des risques psychosociaux, à l'image par exemple de la formation Premier secours en santé mentale qui existe déjà dans certaines facultés. Elles permettent de développer des compétences psychosociales qui préviennent le risque de burn-out notamment. Généraliser aussi aux autres spécialités que la médecine générale, les groupes d'échange entre pairs formalisés nous semble être une bonne proposition pour se protéger face à l'épuisement professionnel. Ne restons pas seuls, entourons-nous. Pour nous, ces formations sont indispensables et obligatoires. Elles ne doivent pas être uniquement sur la base du volontariat, comme le propose la CNAES dont je vous parlais précédemment. Il propose des formations sur la base du volontariat, facultatif, quelques heures à Paris. C'est pas suffisant. Nous, on veut qu'elles soient obligatoires, c'est indispensable.
Il faudrait aussi une sensibilisation pour la lutte contre les VSS. On voit qu'elles sont encore trop présentes avec nos données. À la fois pour nous protéger, nous, mais aussi protéger les patients et patientes avec qui nous sommes en rapport quotidiennement. Mais surtout, et ce qui devrait être un prérequis, la formation à la pédagogie pour nos enseignants et maîtres de stage. Ils reçoivent des internes, ils sont censés nous former, mais n'ont jamais été formés eux-mêmes à la pédagogie. Ça devrait être indispensable et couler de source. D'autres mesures sont aussi à prendre pour le bien-être des médecins en formation que nous sommes, comme la valorisation des activités extra-universitaires tout au long du cursus médical, en favorisant notamment l'accès à l'activité physique dont les bienfaits ne sont plus à démontrer pour la santé. Mais aussi, on peut mieux considérer les aménagements de stage pour les grossesses et les handicaps, par exemple. En conclusion, il nous faut plus de moyens pour se former, mais aussi plus de temps. Et pour ça, pour avoir plus de moyens dans la santé, pour embaucher du personnel hospitalier nécessaire et éviter le glissement de tâches et la surcharge de travail qui nous tombe dessus. Nous ne cesserons de le répéter, il faut des moyens pour la santé et pour pouvoir bien soigner. Nous espérons, encore une fois de plus, la mise en action des gouvernements. Ça fait 7 ans maintenant qu'on fait le constat d'une santé mentale fragile et que tous les syndicats tirent la sonnette d'alarme. Il y a une urgence à agir pour protéger nos soignants et soignantes en formation, pour la santé des patients et patientes de demain. Je vais maintenant laisser la parole aux 3 internes qui réalisent leurs travaux de thèse ainsi que des articles scientifiques en utilisant les données de notre enquête. Nicolas Doudot, interne en psychiatrie à Lille, présentera l'évolution des résultats sur les différentes enquêtes. Puis François Villain, médecin généraliste à Nantes, qui présente les résultats préliminaires de sa thèse sur l'accès aux soins des étudiants et étudiantes en médecine. Et pour finir, Agnès Trouche, interne de médecine générale à Nantes, qui étudie les violences sexistes et sexuelles dans les études de médecine en se basant sur nos données. Je vous prie de les accueillir. Bonjour à tous, donc je m'appelle Nicolas Doudot, je suis interne en 5e semestre de pédopsychiatrie à Lille, également président de l'Association nationale des internes de psychiatrie, l'AFEP. Je vais vous présenter l'évolution des données depuis 2021 et faire aussi un petit focus sur l'approche méthodologique qu'on a pu avoir pour cette enquête. Aucun conflit d'intérêt en lien avec cette enquête. Et donc, Ariane vous a présenté un peu le contexte général politique dans lequel on a pu lancer cette enquête, mais il y a une raison aussi pour laquelle on a choisi 2024 d'un point de vue scientifique. Bon, premièrement, ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas des données sur la population d'étudiants en médecine, donc c'était pour faire un suivi de la cohorte. Et dans un deuxième temps, en 2024, Santé publique France va publier le baromètre, a fait le baromètre santé des Français, ce qui nous a guidés sur le choix de certaines échelles de santé mentale, ce qui va nous permettre d'avoir une comparaison entre à la fois la population des étudiants en médecine par rapport à la population française globale. Donc d'un point de vue scientifique, notre objectif principal ici, c'est le suivi épidémiologique transversal de la santé mentale des étudiants en médecine, de la 2e année jusqu'à la fin de l'internat, et c'est ce que je vais vous présenter là. Et dans un deuxième temps, on travaillera également sur un modèle explicatif qui nous permettra de comprendre un peu les déterminants d'une bonne ou d'une mauvaise santé mentale, mais de manière chiffrée. C'était une enquête qui était assez longue, on a posé beaucoup de questions, les classiques sociodémographiques, la question du temps de travail. On a fait passer 6 échelles différentes, une sur l'anxiété, la HAD, celle de la CDSF pour la dépression, l'UCLA pour la solitude, la MBI, donc la Maslach pour le burn-out, le SCOF pour le TCA, l'audit pour l'alcool. On a également posé beaucoup de questions pour le modèle explicatif dont je vous parlais juste avant, donc le recours aux soins, la connaissance des structures, les prises de médicaments avec l'automédication notamment, les violences sexuelles et sexistes, le harcèlement, qui vont vous être présentés après, les difficultés financières, les idées suicidaires sur les 12 derniers mois, l'envie d'arrêter les études et un commentaire libre. Moi, je vous parlerai de ces différentes données ici. Si vous faites des travaux de thèse sur la santé mentale des étudiants en médecine ou des internes de vos villes, n'hésitez pas à réutiliser les mêmes échelles que les nôtres, c'est aussi pour ça que je vous les mets là, ce qui vous permettra d'avoir une comparabilité avec nos chiffres nationaux.
Donc on avait prévu de faire une période qui était normalement calme de l'année, du 10 juin au 28 juillet, sauf qu'il y a eu quand même quelques remous politiques entre-temps avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais le choix des échelles qu'on avait était quand même robuste au fait que s'il y avait des variations sociétales, c'est des échelles qui sont reconnues pour ne pas être impactées par cela. Premièrement, il y a eu des emails qui ont été envoyés par les scolarités, donc j'espère que vous les aviez tous reçus. Et dans un deuxième temps, il y a eu une implication assez forte des associations avec un envoi par email et par les réseaux sociaux. Nos critères d'inclusion, c'était à partir de la deuxième année de médecine jusqu'à la toute fin de l'internat, et d'avoir répondu un minimum aux premières questions, c'est-à-dire aux questions sur la HAD, qui était la première échelle qu'on faisait passer sur les questions de l'anxiété. Ce qui rend nos données assez robustes, parce que la gestion de nos données manquantes, c'est si les répondants se sont arrêtés à la fin de la HAD, ils sont considérés comme en bonne santé, donc ce qui est plutôt en défaveur de montrer que les étudiants en médecine vont mal, ce qui permet d'avoir des résultats d'autant plus robustes. On a exclu les mineurs et les personnes qui étaient en cours de césure. Donc là, vous pouvez voir le flowchart de nos inclusions. Donc on a eu 9500 répondants au questionnaire et on a dû en exclure à peu près 1200 et donc on a pu faire une inclusion de 8300 sujets environ. Pour en venir sur les résultats, la première échelle, c'est celle de la Hamilton, la Hospital Anxiety et Depression, qui donne deux scores qui n'est pas un diagnostic, qui est une probabilité d'avoir à la fois de l'anxiété ou de la dépression en fonction avec des cut-offs différents. Et donc il est important de prendre le cut-off le plus grand, qui est le cut-off de 10. Et par contre, son problème, c'est qu'il est sur la dernière semaine. Donc pour le coup, il peut être un peu plus affecté par ce qu'il a pu se passer l'année dernière. N'empêche, on retrouve au niveau de l'anxiété 1 sur 2, donc 50% de la population des étudiants en médecine qui a une anxiété qui est très probable. Pour la dépression, on a utilisé la CDSF qui, elle, est pour le coup robuste aux variations sociétales et ce qui peut se passer parce que c'est sur les 12 derniers mois. Et pour le coup, ce n'est pas une probabilité de dépression, c'est un diagnostic d'épisode dépressif caractérisé, donc sur les 12 derniers mois. Et on retrouve environ un quart des étudiants en médecine qui sont affectés par un diagnostic de dépression avec un pic pendant l'externat. Concernant la question sur les idées suicidaires, donc on s'était formulé ainsi, au cours des 12 derniers mois, avez-vous pensé à vous suicider? La réponse est à peu près stable au cours des études, et c'est 1 sur 5 qui y a pensé au cours des 12 derniers mois. Pour le burn-out, on a utilisé la MASLH. Bon, le problème de la MASLH, c'est qu'il n'y a pas de consensus, au niveau du choix des cut-offs. On s'est basé sur des travaux de recherche qui, à peu près apparentés aux nôtres, sur les populations hospitalières. Pour les choix de cut-off que vous pouvez retrouver ici. Et elle a aussi un avantage, par contre, cette MASLH, c'est qu'il y en a une échelle qui existe pour les étudiants et une échelle pour le personnel hospitalier. Donc, c'est-à-dire, c'est spécifique aux différentes expositions professionnelles qu'on peut avoir. Là, les chiffres sont assez graves. Il y a quand même les 2/3 de la population hospitalière qui se retrouvent en burn-out. À la question de est-ce qu'on a déjà pensé à arrêter les études, seulement 1 sur 3 dit que non, jamais, et environ 13% y pensent au moins une fois par semaine, ce qui est assez énorme. Et finalement, le SCOF, qui était une idée en fait, de nos jeunes collègues de la NEMF, d'aborder le trouble du comportement alimentaire dans le cadre de nos études, et où on voit une évolution au cours des études, avec une baisse de la prévalence d'une probabilité de TCA. Donc, le SCOF, c'est une échelle qui permet de savoir en 5 questions rapidement s'il y a une probabilité d'avoir un TCA. Ça ne permet pas d'avoir un diagnostic, mais ça permettait d'avoir une première approche déjà sur notre population d'étudiants en médecine. C'est des chiffres qui vont vous être détaillés après, mais ils sont quand même édifiants. On avait sur 8000 répondants 92 faits de viol, tentatives de viol ou attouchement sexuel qui ont été rapportés. Au niveau des agressions sexuelles ou autres, 423 en plus des 92. Et quand on fait un focus sur les femmes étudiantes à l'hôpital, donc les externes et les internes de genre féminin, il y en a un quart qui se disent victimes de propos ou d'attitudes à caractère sexuel. Honnêtement, je pense que c'est assez sous-déclaré, mais c'est quand même un chiffre qui est beaucoup plus grand, avec une prévalence qui est beaucoup plus forte chez les femmes. Quand on regarde l'évolution globale depuis 2021, alors en 2021, la santé mentale des étudiants en médecine n'était pas très bonne, avec l'hypothèse qu'il y avait l'ère du Covid qui n'était pas loin, qui faisait que voilà. Donc c'était un peu l'excuse qui avait été trouvée dans l'interprétation des résultats, et finalement on est 3 ans plus tard, un peu plus lent que le Covid, et les résultats se maintiennent. Globalement, ils sont stables partout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande évolution, hormis 3 baisses quand même notables à avoir en tête. Premièrement, sur le burn-out chez les étudiants, donc en 2e et 3e année de médecine, qui est en baisse. Au niveau des humiliations et du harcèlement sexuel. Et ça, c'est sûrement le résultat le fruit du travail de toutes les associations et syndicats au local qui se battent pour faire évoluer les conditions de stage.
On vous a beaucoup parlé des risques psychosociaux. En fait, on les retrouve dans le rapport Golac avec les 6, donc l'intensité, le temps de travail, les exigences émotionnelles, le manque d'autonomie, les rapports sociaux dégradés, etc. Quand on est interne, globalement, on est exposé aux 6, où il est très facile d'être exposé aux 6, donc on est quand même une population très à risque. Et je vais vous donner quelques éléments de discussion en plus, parce que finalement, le rapport Golac, on le connaît assez bien. Je pense qu'on a quelques biais cognitifs à prendre en compte et se dire qu'on n'est pas une population comparable à la population générale. Déjà, on est en permanence de la deuxième année jusqu'à la fin de nos études dans une position d'asymétrie de pouvoir entre les chefs et nous-mêmes. Ce qui fait que la notion de consentement est complètement altérée. Le consentement libre et éclairé est virtuellement impossible quand il y a une asymétrie de pouvoir. Deuxièmement, on n'est pas le reflet de la population générale. On a été sélectionné sur notre capacité à avoir une addiction comportementale au travail en première année et à nouveau après aux ECN. Donc la notion de temps de travail, d'intensité du travail est complètement biaisée dans notre population. Ça, faut bien l'avoir en tête. Troisièmement, on ne nous apprend jamais quand et comment dire non. Ce n'est jamais quelque chose où on sait quelles sont les limites où on peut dire non. À l'hôpital, on peut le faire, mais on ne nous apprend jamais à le faire. C'est pratique. Quatrièmement, on se retrouve à l'hôpital avec une inversion des charges de preuve. C'est-à-dire que l'hôpital met des choses en place. Il est demandé à l'interne de dire non, mais c'est pas ça mes droits. En fait, ça devrait être le contraire. Ça devrait être l'institution qui garantit les droits. Et à l'institution de prouver, d'avoir la charge de la preuve, de prouver que ce qu'elle fait est légal et non pas à l'interne d'essayer de se défendre. Et enfin, dernièrement, ça on les connaît bien, c'est les injonctions paradoxales hospitalières. Donc les injonctions paradoxales, ça vient des thérapies systémiques, les thérapies féminines. C'est quand il y a un parent qui dit quelque chose et l'autre le contraire. Et finalement, l'hôpital, c'est exactement ce qu'il fait. Il dit, ah, il faut respecter le temps de travail. Par contre, il faut voir toujours autant de patients. Puis oui, sans secrétaire et sans infirmière. Voilà. Ça, c'est des injonctions paradoxales, par exemple. En conclusion, les grands chiffres de l'étude, donc c'est 1 sur 2 anxieux, 1 sur 4 dépressifs, 1 sur 5 avec des idées suicidaires dans les 12 derniers mois. Au niveau du burn-out, 1 sur 4 en deuxième et troisième année, 2 sur 3 à partir de l'exposition hospitalière, et seulement 3 sur 10 qui n'ont jamais pensé à arrêter leurs études. On retrouve une stabilité globale malgré le fait qu'on soit en post-Covid. On va attendre le résultat du baromètre santé des Français qui utilise notamment l'échelle de la CDSF, donc pour le diagnostic de la dépression. Comme ça, on pourra avoir un comparatif entre la population des étudiants en médecine et la population générale. Et on fera un travail dans un deuxième temps avec des modèles explicatifs, ce qui nous permettra d'avoir des choses un peu chiffrées sur les déterminants d'une bonne ou d'une mauvaise santé mentale, spécifiquement dans notre population. Ça a été un travail avec une grande équipe. Merci à tout le monde pour votre implication. Merci particulièrement à Ariel pour ton soutien tout du long, ton soutien méthodologique. Et je vous remercie. Je laisse le relais à François qui va vous parler de l'accès aux soins et qui est son thème de thèse. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle François Villain, j'ai 27 ans. J'ai fait partie du bureau national de l'ISNAR-IMG entre 2023 et 2024 et j'ai eu la chance pendant mon passage au syndicat de travailler sur l'enquête santé mentale qu'Ariane et Nicolas viennent de vous présenter. Et aujourd'hui, je réalise ma thèse sur une partie des résultats de cette enquête avec le Dr Fresherman, ce qui concerne le recours aux soins chez les étudiants et étudiantes en médecine. Alors, le recours aux soins, qu'est-ce que c'est? Bon, en fait, c'est simple, il s'agit de savoir à qui, à quoi a recours un étudiant, une étudiante en médecine en termes de soins de santé mentale. En d'autres termes, qu'est-ce que nous faisons pour aller mieux? Alors, la problématique de ma thèse, c'est la suivante. Quelle est l'évolution du recours aux soins chez les étudiants et étudiantes en médecine entre 2021 et 2024, depuis la pandémie et la dernière enquête? Il s'agit de décrire les prévalences en termes de recours aux soins, d'étudier aussi les raisons du non-recours aux soins et de faire une comparaison entre les données de 2021 et de 2024. Donc, je vais maintenant vous présenter quelques-uns des résultats. Parmi les étudiants et étudiantes qui ont déclaré un épisode dépressif caractérisé dans les 12 derniers mois précédant leur réponse au questionnaire, une personne sur 4 a recours à un ou une professionnelle de santé chez les deuxième et troisième années de médecine. Ce chiffre passe à une personne sur 3 pour les externes et les internes. Sur la même population, si on étudie l'usage des médicaments,
on arrive à 13% d'usage d'anxiolytiques chez les 2e et 3e années et 20% pour les externes et les internes. Parmi celles et ceux déclarant avoir eu recours à des médicaments psychotropes, 18% utilisent la pharmacie de leur service hospitalier. L'autoprescription pour les antidépresseurs concerne 3% des répondants et répondantes, et pour ce qui est des anxiolytiques, on atteint le chiffre de 9%. En ce qui concerne la population qui n'a pas présenté d'épisode dépressif caractérisé au cours des 12 derniers mois précédant leur réponse à l'enquête, on voit qu'il y a 2 fois plus d'usage de psychothérapie chez les internes que chez les 2e et 3e années. On est à 17% pour les 2e et 3e années, 27% chez les externes et 35% chez les internes. La moitié des personnes qui ont présenté un épisode dépressif caractérisé au cours des 12 derniers mois précédant leur réponse à l'enquête a reçu un traitement considéré comme adéquat au vu des recommandations scientifiques. Alors, ce qu'on appelle un traitement adéquat, c'est désigné comme la prise d'antidépresseurs, de thymorégulateurs et ou d'antipsychotiques pour ce qui est de l'usage des médicaments psychotropes et ou un suivi avec un ou une psychiatre, pédopsychiatre, psychanalyste ou psychologue en ce qui concerne les thérapeutiques non médicamenteuses. Plus en détail, pour les 2e et 3e années, 1 personne sur 4 bénéficie d'un traitement pharmacologique adéquat, et pour les externes et les internes, nous sommes à 1 personne sur 3. Et en ce qui concerne les psychothérapies, la moitié des personnes, tous niveaux confondus, qui ont présenté un épisode dépressif caractérisé dans les 12 derniers mois avant leur réponse à l'enquête a bénéficié d'une psychothérapie recommandée. Maintenant, en ce qui concerne les facteurs associés au fait de recevoir un traitement adéquat, le fait d'être une femme, parmi les personnes qui ont déclaré un épisode dépressif caractérisé dans les 12 mois avant leur réponse à l'enquête, est associé avec une plus grande probabilité de bénéficier d'un traitement adéquat. En ce qui concerne le non-recours aux soins, 25% des personnes qui ont répondu à l'enquête déclarent avoir renoncé à bénéficier d'une psychothérapie pour des raisons financières. D'autres raisons étaient évoquées, comme le fait de trop consacrer son temps au travail pour 28% des répondants et répondantes. Il y a aussi les difficultés organisationnelles qui étaient évoquées pour 25%. Et parmi celles et ceux qui ont pu bénéficier d'un professionnel de santé ou d'une professionnelle de santé mentale, 1 personne sur 5 déclare ne pas avoir bénéficié d'assez de séances. Pour terminer, quand on compare la qualité du recours aux soins entre 2021 et 2024, c'est-à-dire la proportion de traitements adéquats, on voit qu'il y a une amélioration. Cette amélioration est en lien avec une augmentation de l'usage des psychothérapies. Cette augmentation se voit à la fois chez les étudiants et étudiantes qui ont souffert d'un épisode dépressif caractérisé, mais aussi chez les autres étudiants et étudiantes. Je remercie toutes celles et ceux qui ont rendu cette enquête possible, que ce soit en s'étant consacrés à sa diffusion ou à son élaboration. Je remercie toutes celles et ceux qui ont pris le temps d'y répondre, et je remercie toutes les personnes, associations, structures qui s'emparent de ces chiffres pour construire à l'élaboration d'un monde meilleur en ce qui concerne le soin. Je laisse maintenant la parole à Agnès Trouche, qui consacre son travail de thèse à l'analyse des données de l'enquête santé mentale à la question des violences sexistes et sexuelles. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Agnès Trouche, interne de 5e semestre de médecine générale à Nantes. J'ai également été membre du bureau de l'ISNAR-IMG entre 2023 et 2024 et me suis investie dans ce cadre dans la lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, ou VSS. Je réalise ma thèse, encadrée par le Dr Fragerman, sur l'analyse des données de la partie harcèlement et VSS de l'enquête santé mentale 2024, dans le but de décrire la prévalence et les caractéristiques de ces violences. Je vais prendre quelques minutes pour approfondir les chiffres évoqués par Ariane et Nicolas sur ce sujet. Tout d'abord,
il est important de comprendre de quoi on parle et de bien définir les termes que l'on va aborder par la suite. En effet, de nombreuses études mettent en évidence une difficulté à identifier ce qui relève d'une violence ou de sexisme, et par ce fait qu'un nombre conséquent de VSS sont banalisées et minimisées par manque de connaissance de ce qu'elles sont. De ce fait, dans le questionnaire, les questions étaient posées en définissant les situations qui relèvent des différentes catégories de violence. Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Une agression sexuelle est constituée de toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Lors de l'enquête santé mentale 2024, sur les 7265 répondants et répondantes ayant rempli cette sous-partie, 17% déclaraient avoir subi des humiliations, 22% du harcèlement sexuel et 6,3% pour les agressions sexuelles et viols. Si on compare aux autres populations étudiantes en France, on constate toutes filières confondues, dans le baromètre 2023 de l'Observatoire étudiant des VSS dans l'enseignement supérieur, une prévalence de 10% de violences sexuelles, agressions et viols au cours des études supérieures. Par rapport à l'enquête santé mentale 2021, on observe une diminution des prévalences des humiliations passant de 27 à 17%, du harcèlement sexuel passant de 29 à 22%, mais une augmentation des agressions sexuelles et des viols passant de 5,1 à 6,3%. On constate également que 44% des agressions sexuelles ont commencé sur l'année universitaire 2024 ou la précédente. Ce chiffre est en augmentation depuis 2021. Dans l'enquête santé mentale 2024, les femmes sont 5 fois plus victimes de harcèlement sexuel que les hommes, ce qui est également décrit dans l'ensemble de l'enseignement supérieur, toutes filières confondues, dans l'étude violences sexuelles dans l'enseignement supérieur, focus sur l'alcool et le cannabis. C'est la raison pour laquelle j'utiliserai le genre féminin pour désigner les victimes dans la suite de cette présentation. Il était également important de noter que dans les 2 études sur l'ensemble des étudiantes de l'enseignement supérieur précédemment citées, la majorité des situations de violence sexuelle a lieu en contexte festif, alors que dans l'enquête santé mentale 2024 chez les étudiantes en médecine, 70% des violences ont lieu à l'hôpital à partir du moment où les étudiantes y sont exposées, c'est-à-dire à partir de la 4e année ou encore le 2e cycle. Les auteurs des violences sont spécifiques pour la population d'étudiantes en médecine et diffèrent selon le cycle d'études. Pour le premier cycle, les auteurs sont à 43% des étudiants en médecine. Pour le second cycle, les auteurs sont répartis entre d'autres étudiants en médecine, des internes, des chefs de clinique assistants ou praticiens hospitaliers. Pour le troisième cycle, 44% des auteurs sont des praticiens hospitaliers. Les patients sont parfois également des auteurs de violences. Ces constatations mènent à se questionner sur les déterminants inhérents à l'hôpital qui pourraient être liés à la survenue de ces violences, entre autres la culture carabine, les relations hiérarchisées et l'impact de la hiérarchie sur le projet de carrière professionnelle, le travail de nuit, la proximité au bloc opératoire et bien d'autres. Je vous remercie de votre écoute et profite de ce flash actu pour remercier toutes les personnes qui œuvrent par leurs travaux scientifiques et militants à améliorer la condition des femmes et des personnes discriminées. Merci beaucoup à vous 3 de porter notre enquête avec le docteur Fragerman dans le monde scientifique. C'est très important ce que vous faites. Et merci à toutes celles et ceux qui, en y répondant, font avancer nos droits, mais aussi avancer la science. Nous allons maintenant avoir un temps d'échange du coup, avec les différents intervenants de l'étude. Donc pour le côté scientifique, le docteur Ariel Fragerman, qui encadre les thèses dont vous avez entendu parler et travaux de recherche. Lucas Poitvin, le président de la NEMF, Kylian Lelgouarch, le président de l'ISNI, et moi-même pour l'ISNA-IMG.
On va faire passer des micros dans la salle si vous avez des questions. Donc levez bien haut la main. En attendant la première question, je voulais vous demander du coup à tous les trois. Donc nous, on est internes. Ça fait maintenant plusieurs fois qu'on voit passer ces questionnaires. Soit on y répond, soit on est choqué du partage des résultats. Et finalement, on entend parmi nous des internes et des étudiants qui demandent à quoi bon faire tout ça, à quoi ça sert, personne nous écoute, que font les syndicats. Donc un peu, qu'est-ce que vous répondez à nos camarades qui s'échauffent sur ces questions? Alors, pour commencer, je dirais que quand tu as commencé l'histoire en 2017, en fait, l'histoire, elle commence avant, elle commence en 2016. En 2016, il y a une méta-analyse qui est parue dans le JAMA, donc une des plus prestigieuses revues scientifiques, sur justement dépression et idées suicidaires sur les étudiants en médecine, avec 193 études parues dans le monde entier. Il y avait une seule étude française à l'époque. Et en fait, pourquoi il y a eu l'étude des associations? Parce qu'il y a eu tout un battage médiatique autour de cette méta-analyse scientifique. Donc, au commencement, c'était les études scientifiques qui entraînaient le fait qu'on voulait avoir des données au niveau français. Après, est-ce que ça a eu un impact ou pas? Je pense que dans ce qu'ont présenté François, Nicolas et Agnès, entre 2021 et 2024, il y a quand même une diminution au niveau de l'humiliation et harcèlement sexuel, donc c'est pas rien. Il y a une amélioration du recours aux soins, donc il y a des choses qui ont évolué entre-temps. Et il y a aussi l'autre point, c'est est-ce que ça a eu un impact auprès des doyens? Alors, quand on a fait l'enquête en 2021, on a eu aussi le soutien de la conférence des doyens, mais la diffusion s'est beaucoup moins bien faite, et donc c'est moi qui ai dû envoyer un mail à toutes les scolarités de France par niveau pour que l'enquête se diffuse. Là, les doyens ont été beaucoup plus coopérants, ça s'est beaucoup mieux passé. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est nos résultats de 2021, ils avaient été rejetés à l'époque, en disant c'est pas possible, c'est trop élevé, c'est biaisé. Là, il n'y a plus de contestation des résultats. Donc je pense qu'il y a une acceptation de ces choses-là. Et après, qu'est-ce qui se passe au niveau des universités? Alors moi, je suis plus vieux, donc je suis de l'autre côté maintenant. Et il faut savoir qu'il y a quand même, dans un certain nombre de facultés, des doyens qui ont mis en place des choses en impliquant les services de psychiatrie notamment. Il y a des dispositifs qui existent dans un certain nombre d'universités pour les étudiants qui sont insuffisants, on est d'accord, notamment parce qu'il y a un manque de moyens, mais il y a quand même des choses qui sont mises en place. Et pour finir quand même, parce que tu as parlé de la CNAES, en fait, d'abord, il y a eu le CNA, c'était pas du tout la même chose. Le CNA, c'était des soignants, donc c'était la présidente, c'est le docteur Donata Mara, qui est psychiatre, et justement, il faisait des choses qui étaient actives. Sauf qu'au moment du Covid, le docteur Donata Mara, elle a ouvert sa gueule, et elle a dit les étudiants en médecine vont mal, ils ont des idées suicidaires. Elle a co-signé une lettre avec la présidente de l'Observatoire national du suicide, et à cause de ça, ils ont supprimé le CNA pour créer le CNAES, donc la CNAES, qui, elle, ne comprend plus vraiment des soignants, mais plus des technocrates. Donc je pense que les études scientifiques ont un impact. Et ce que Nicolas disait aussi, si on l'a fait cette année, c'est pour comparer avec le baromètre santé des Français. Et c'est ce qu'on a fait. Donc là, on a publié l'année dernière une lettre étudiants en médecine versus population générale du même âge, pour comparer. Au niveau de l'épisode dépressif caractérisé, il y en avait 1,7 fois plus chez les étudiants en médecine. Et au niveau des idées suicidaires, il y en avait 5 fois plus. Mais le fait qu'on puisse comparer avec des données nationales, c'est important parce que, de manière globale, il y a une crise de la santé mentale des jeunes qu'on observe en psychiatrie. Et donc, si on n'a pas cette comparaison, on va nous dire bah oui, mais c'est comme chez tous les jeunes. Et donc là, on peut montrer non, c'est pas comme chez tous les jeunes, c'est plus important chez les étudiants en médecine. Ok, oui, on comprend bien un peu au niveau scientifique et même que vous arrivez à aller au niveau universitaire avec les doyens, un peu présenter tout ça. Et peut-être au niveau de l'ANEMF aussi, j'ai l'impression que vous avez fait quand même beaucoup de communication et que maintenant, nous, on en a entendu parler. Et comme c'est nous qui devenons un peu nos chefs, c'est peut-être un peu ça qui explique qu'il y a la baisse des humiliations. C'est un gros... Exactement, et moi je dirais déjà que il y a 3 enquêtes différentes, mais elles n'avaient pas toutes les mêmes objectifs. La première, comme ça a déjà été dit à plusieurs reprises, elle a permis de mettre le doigt sur une problématique qui avant n'était quasiment pas écouté ou même entendu et personne n'y croyait. Les doyens qui sont quand même ceux qui sont parmi les personnes qui sont les plus en contact des étudiants ont toujours parfois un peu de mal à y croire. Donc voilà, la première enquête, elle a vraiment servi à poser un petit peu les bases d'un constat et de montrer que la situation n'était pas la même que pour le reste de la population étudiante et que les moyens à développer pour y faire face n'étaient pas les mêmes. La deuxième enquête, elle a aussi, dans le contexte qui était le sien, celui de la période Covid et du sortir de cette période, pu montrer qu'il y a eu un impact pour les étudiants et les internes qui aussi étaient mobilisés très difficilement pendant cette période. Et
c'est beaucoup parmi d'entre vous et étaient déjà présents à ce moment-là. Et en fait, cette troisième enquête-là, elle est aussi là pour montrer certaines choses. C'est que bien qu'il y ait des paramètres qui aient un petit peu évolué et on peut s'en réjouir d'une certaine manière, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, il y a quand même certains chiffres qui montrent que la situation n'est toujours pas résolue et qu'en fait, on ne peut pas imputer les résultats des précédente enquête simplement à la période qui était celle du Covid, et en disant que voilà, c'était simplement ce passager et que ça allait revenir. Maintenant, je dirais que toute enquête a ses objectifs personnels, et moi, si je ne dois retenir qu'un objectif de cette dernière enquête qu'on a pu mener, et c'est quelque chose qui a beaucoup été, sur lequel on a beaucoup insisté quand tu as présenté les résultats, c'est que on ne peut pas répondre aux problématiques de santé mentale simplement à travers des dispositifs qui ne relèvent que de la prévention, on va dire, secondaire. En fait, il faut aller chercher directement à travers la prévention primaire sur les facteurs de risque qui vont conduire les étudiants comme les internes à être dans des situations qui vont être assez dramatiques. Et donc voilà, il y a certaines solutions qui ont été esquissées, mais en fait, on ne pourra pas résoudre les problématiques de santé mentale sans passer par la question de la condition, que ce soit le statut, bon voilà, je suis plutôt pour les externes, mais aussi pour les internes, que ce soit la question de la rémunération, la question de l'encadrement en stage, du bien-être pendant tout au long du cursus, et c'est dans ce sens-là qu'il y a plusieurs propositions qui ont été faites pour essayer justement de répondre à ces enjeux-là. Mais voilà, si je devais vraiment retenir qu'un seul truc de cette enquête, c'est, en plus dans le contexte qui est heureusement celui aujourd'hui, une grande cause nationale qui est celle de la santé mentale, ça nous permet aussi d'avoir des chiffres et de pouvoir appuyer des propositions, alors que normalement, il devrait y avoir un budget qui devait être alloué à ça et nous permettre d'avancer sur ces thématiques. C'est très bien d'avoir rappelé que du coup c'est la grande cause 2025. Kylian, pour le côté politique, est-ce que tu veux nous dire un peu à l'ISNI, vous, comment vous avez porté un peu l'étude ? Déjà, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors effectivement, c'est la troisième étude qu'on fait, mais comme on dit, la pédagogie est affaire de répétition. Donc avec les décideurs politiques, les doyens, les enseignants et les PUPH, c'est de la même manière. On fait de la répétition et on rappelle les chiffres. C'est vrai que sur les premiers rendez-vous que j'ai eus en septembre dernier, je rappelais les chiffres de 2021. C'était déjà même un peu trop vieux pour eux, un peu trop vieux. Donc c'était intéressant d'avoir ces nouveaux chiffres 2024 qui, dans le contexte de la grande cause nationale de la santé mentale sur 2025, sera important parce on a des nouveaux chiffres qui sont très récents et qui permettent d'expliquer que ça va mal encore, qu'il y a eu des petites améliorations mais qui ne sont pas majeures et qu'on a encore beaucoup de travail. Sur le plan politique, je pense que vos associations, vos syndicats se sont aussi emparés du sujet, ont monté également des dispositifs et n'ont pas attendu que les facultés, que les universités, que les CHU, que les centres hospitaliers montent des dispositifs contre les VSS, montent des dispositifs pour la santé mentale. Ils ont aussi monté au sein des syndicats, on a souvent des vice-présidents qui sont chargés de la santé mentale, on a des SOS, des dispositifs qui permettent d'écouter des internes et de mieux les orienter. Donc on n'a pas attendu les politiques et on n'attendra jamais les politiques pour faire les choses de toute façon. Et cette étude permet de relancer aussi un dynamisme dans l'ensemble du réseau et puis dans l'ensemble de nos associations. Et je rejoins tout à fait Lucas sur les propositions qu'on a faites. Je pense que si on doit retenir, effectivement, c'est la prévention. C'est-à-dire qu'on a beaucoup été dans la réaction à ces chiffres-là, dans la réaction à effectivement 66% de burn-out chez les internes. Mais maintenant, il faut comprendre pourquoi, et on l'a dit, c'est le temps de travail. On est avec l'ISNAR-IMG et puis la FSI-PPM, on est en procès contre l'ensemble des CHU de France, quand même, depuis déjà 2022, et on travaille avec le tribunal administratif pour mettre en place un dispositif qui permette de décompter le temps de travail, qui est la première pierre pour améliorer nos conditions de travail dans les CHU. Donc, ça permet cette étude, ça permet à tout à chacun de rappeler, on va dire, l'ensemble de nos actions au quotidien. Je crois que je n'ai pas grand-chose à ajouter après Kylian et Lucas qui ont bien expliqué le point de vue politique. Vraiment, nous, on peut servir de ces chiffres pour montrer toute la souffrance qu'il y a déjà et pour du coup dénoncer un peu toutes les choses qu'on veut encore faire peser sur nous. On nous fait porter la responsabilité de l'accès aux soins avec tous les 4 matins à l'Assemblée nationale un projet de loi qui est déposé pour limiter notre liberté d'installation ou rallonger nos études pour nous utiliser comme une variable d'ajustement du système de soins. Donc voilà, c'est bien d'utiliser aussi les chiffres pour montrer qu'on donne déjà beaucoup. Je vais peut-être maintenant prendre une question du public. Je crois qu'il y avait peut-être Louis, je t'écoute. Ouais.
Salut Ariane. Merci déjà à l'ISNAR pour l'invitation à ce congrès. Et félicitations pour votre travail qui est vraiment hyper conséquent. Enfin, je ne sais pas si tout le monde se rend compte du boulot que vous avez fait et que vous avez abattu parce que c'est vraiment d'une très grande qualité. Et enfin, franchement, bravo pour ce boulot. Je voulais vous poser une question. Alors Ariane, on en a déjà discuté en privé, mais du coup... est-ce que vous n'avez pas parlé des gardes dans cette enquête. Moi, je sais pourquoi, mais peut-être que la question va venir de l'Assemblée, mais je la pose directement. Est-ce que c'est parce que vous avez choisi de faire une enquête spécifique sur les gardes et sur les conditions des internes en garde, ou est-ce que c'est parce que, vu que ça incluait aussi des étudiants qui ne font pas encore de garde, vous avez choisi de ne pas les prendre en compte, ou voilà. Et question accès aux soins des professionnels de santé et des internes. Est-ce que vous avez aussi travaillé sur une problématique qui est propre à nous? Donc moi, je suis pharmacien hospitalier et en fait, vu qu'on a accès à tous les médicaments dans nos PUI et que très souvent, nos internes font leur propre autodiagnostic et font leur propre automédication. On en voit beaucoup parmi nos collègues. Est-ce que vous avez étudié cette composante-là d'accès aux médicaments et d'accès à leur propre automédication, autodiagnostic chez ces professionnels, en plus de l'accès aux soins chez les autres professionnels de santé? Peut-être Ariel, tu peux nous aider. Alors, pour répondre aux deux questions, pour l'histoire des gardes, en 2021, on avait mis beaucoup plus de questions sur le temps de travail, mais comme il y avait une enquête faite déjà par l'ISNI et l'ISNAR et que ça nous permettait de raccourcir le questionnaire, c'est pour ça qu'on a retiré toute la partie sur les gardes de l'enquête. Et vous d'ailleurs, hein, l'ISNI, l'ISNAR IMG et la FNSIPBM, on a fait en 2023 l'enquête temps de travail. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a retiré. Après, oui, et pour le recours aux soins, en fait, sur les données de 2021, on avait juste demandé la consommation sans entrer trop dans le détail, et on s'est dit que ça manquait. Donc oui, là, on l'a mis sur la consommation de psychotropes. À chaque fois, en fait, qu'ils disaient qu'ils avaient pris un psychotrope, on leur demandait qui l'avait prescrit, d'une part, parce qu'il y a, est-ce que c'est un médecin du service, est-ce que c'est un ami de la famille, etc. Et aussi, est-ce qu'ils se sont servis dans les pharmacies hospitalières? Et François en a un peu parlé, mais oui, il y en a un petit peu qui se servent dans les pharmacies hospitalières, plus pour les anxiolytiques que pour les antidépresseurs, parce que souvent ça va être les anxiolytiques et les somnifères. Donc oui, c'est quelque chose qu'on a étudié, qu'on va développer, mais c'est un peu plus compliqué à traiter comme données. Et dans les questions qu'on demandait, il y avait aussi l'homéopathie. Et malheureusement, il y a encore beaucoup d'étudiants en médecine qui prennent de l'homéopathie, notamment quand ils sont déprimés. Alors, je le redis, l'homéopathie, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, c'est important de le dire quand même. Après, l'effet placebo, on peut toujours le souligner. Au moins, il y a peu d'effets indésirables. Si ce n'est pas à la place des médicaments, ça va. Le problème, c'est que souvent, c'est à la place de traitements antidépresseurs. Donc, c'est là où ça pose le plus de soucis. Et la psychothérapie, en revanche, ça fonctionne. Hein, dans la dépression d'intensité légère, c'est le traitement de première intention avant les antidépresseurs, c'est la psychothérapie. Je valide l'analyse pharmaceutique sur l'homéopathie. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Levez la main bien haute. Juste pour compléter, Ariel, sur la question de l'autoprescription, c'est un vrai enjeu. Hein. On est tous et toutes soignants, on est tous et toutes médecins. On a nos pharmaciens, nos collègues pharmaciens qui sont là aussi. Mais c'est un véritable enjeu de se dire que dans ces situations-là, certes, on est soignant et certes, on pourrait être sachant, mais on a besoin d'un regard extérieur, on a besoin de quelqu'un d'autre et on a besoin d'être aidé. Et c'est ça la vraie difficulté, hein, c'est de libérer la parole, de la confiance qu'on peut avoir dans nos pairs et dans les discussions qu'on peut avoir pour ne pas avoir des répercussions sur nous-mêmes. Donc souvent, on a tendance à encaisser jusqu'à ce qu'on puisse plus encaisser. Donc gérer soi-même, prendre dans la pharmacie de notre service, parce qu'on se dit qu'on peut tout à fait gérer nous-mêmes. Mais s'il y a un message à retenir, je pense, c'est qu'il faut absolument être entouré, absolument en parler, parce que plus on en parlera, plus on pourra combattre effectivement et améliorer nos conditions de santé mentale. C'est sûr, on le voyait là. Enfin, c'est un peu ce qu'on disait. Les chiffres de la CPM montrent que beaucoup de médecins généralistes sont leurs propres médecins généralistes. Et on insiste auprès de tous nos patients de l'importance d'avoir un médecin généraliste. On voit le rôle important qu'on a. Et ben, je pense que nous aussi, on devrait avoir
un médecin généraliste pour se prendre en charge. Et je vous en prie, la question là-bas. Alors merci beaucoup pour votre travail si important et si nécessaire. Je trouve que c'est effectivement bien de pouvoir comparer les résultats que vous avez obtenus avec les résultats en termes de santé mentale présents au sein de la population générale, et on comprend bien que finalement en tant qu'étudiant en médecine, notre santé mentale va très mal. Moi, ma question, ou en tout cas une interrogation que j'avais par rapport à ce que vous nous avez là présenté, vous avez fait un focus effectivement sur les femmes. Et est-ce que dans les différentes enquêtes, parce qu'apparemment c'est des enquêtes qui datent d'au moins depuis 2016, est-ce qu'il y a différents focus également qui ont été faits spécifiquement sur les personnes qui sont plus à risque de subir de la discrimination, parce qu'en tant que soignant, parce qu'on est une femme, on peut effectivement être touché par davantage de discrimination dans son quotidien et dans sa vie professionnelle, mais aussi lié à notre orientation sexuelle, à notre confession religieuse, à nos origines. Et peut-être qu'en faisant ce focus-là, on peut peut-être se rendre compte que il y a davantage d'anxiété, de dépression dans des cas particuliers d'internes en médecine. Est-ce que ces focus-là ont été faits ou est-ce que vous pensez les faire? Voilà, c'est une question que j'avais à vous poser. C'est très intéressant ce que tu dis. Alors, arrête-moi Ariel, mais je crois que pour l'instant, c'est pas du tout pris en compte dans les questionnaires sur les orientations sexuelles ou si ces personnes sont racisées ou non, il me semble. Mais dans les commentaires libres, par contre, on a beaucoup d'internes qui nous ont témoigné du racisme, de l'homophobie en stage et qui ont raconté un peu. Donc on n'a pas de données chiffrées, mais on a un peu des commentaires libres qui vraiment, ils prenaient la parole pour dire que dans leur stage, oui, ils subissaient de l'homophobie, oui, ils subissaient du racisme et que ça s'ajoutait encore plus au reste. Mais je ne sais pas, je ne pense pas qu'on l'ait demandé dans les questions. Alors non, on ne l'a pas demandé dans les questions, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce type d'enquête, il faut l'accord d'un comité d'éthique et de recherche. Et notamment, ce que va regarder le comité d'éthique et de recherche, c'est si les données ne sont pas identifiantes. C'est-à-dire si, à partir des réponses d'un sujet, on ne peut pas remonter à son identité. Et donc, de ce fait, on se trouve assez limité pour un certain nombre de questions, parce que voilà, il ne faut pas qu'on puisse remonter. Donc, quand vous êtes à Paris, c'est une grande ville, ça va. Mais quand vous êtes dans une petite faculté, si vous avez l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, les origines, et le niveau d'études, on devient très vite identifiant. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de se limiter. Même pour l'âge, on ne peut pas donner, souvent on fait une tranche d'âge de 2 ans parce qu'on n'a pas le droit, le comité d'éthique ne nous autorise pas à demander l'année précise de peur qu'on soit identifiant. Donc c'est pour ça qu'on est très limité par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas regardé ces données-là, parce qu'on demandait déjà beaucoup d'autres choses à côté en fait. Après c'est sûr, il faudrait qu'on continue à se saisir de ces sujets. Ça c'est certain. Et au-delà de l'homophobie, de racisme, il y avait aussi plusieurs commentaires sur des problèmes aussi de religion et d'islamophobie qu'avaient suivi les internes et étudiants aussi en stage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Peut-être. Pour terminer, une dernière. On a une question brûlante par là, j'ai l'impression. Tout devant, Julien. Presque. Bonjour, je me posais la question, est-ce que vous avez étudié l'impact de tout ça sur la consommation des toxiques chez les étudiants en médecine? Merci de cette question. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des toxiques encore, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu d'études ni de thèse sur le sujet, c'est en cours, on va dire. Oui, donc alors c'est une nouveauté aussi du questionnaire de cette année, c'est mettre les toxiques aussi. Donc on a l'alcool où on a mis le questionnaire audit qui permet de détecter une question problématique, et sur les autres c'est plus sur des consommations avec des questions plus simples, une seule question avec un tableau. Donc oui, ça a été étudié, on n'a pas encore traité les données, mais on va le faire aussi parce que c'est important. Alors il y a des données un peu antérieures qui ont déjà été faites qui montrent que les étudiants en médecine ont plus tendance à consommer des psychostimulants, et puis alcool beaucoup et tabac, cannabis, beaucoup moins d'autres drogues. Et on a rajouté aussi, c'était notamment l'ANEF qui nous avait dit qu'il faut mettre le protoxyde d'azote. Donc on a mis le protoxyde d'azote, donc vous aurez aussi les données sur le protoxyde d'azote. Sur les premiers chiffres, on voyait quand même que oui, le protoxyde c'était quand même pas mal consommé, l'alcool aussi, et l'audit montrait qu'il y avait quand même une forte prévalence des consommations à risque chez les étudiants.
prise en charge n'a pas été encore étudiée, la prise en charge de ces consommations ou addictions? Alors, dans la liste des traitements, quand on leur demandait ce qu'ils prenaient, il y avait tous les traitements addictolytiques. Donc, il y avait cette catégorie-là. Mais après, en fait, on demandait la prise en charge globale, c'est le type de soins auxquels ils avaient recours. On n'a pas étudié spécifiquement pour l'alcool, parce que, en fait, il aurait fallu faire une sous-question pour ceux qui consommaient de l'alcool, est-ce que vous avez recours à ça? Et ça, on ne l'a pas fait. On avait un questionnaire déjà très long avec beaucoup de questions. Donc c'était la dernière question. Nous allons clôturer ce dernier Flash Actu de notre congrès. On voulait vraiment encore remercier les bureaux et réseaux locaux de la NEMF, l'ISNI et l'ISNAR-IMG pour leur travail depuis plus d'1 an sur cette enquête. C'est vraiment un travail collectif entre associations, syndicats et chercheurs, et je pense qu'on peut les applaudir. Et surtout, vous remercier, vous, tous et tous, d'avoir pris part à cette enquête, même si ça a pu être difficile pour certains et certaines d'y répondre. Je pense que vous pouvez aussi vous applaudir très fort. Donc merci à vous d'avoir répondu présent à notre appel et de nous avoir aidés pour cette enquête. Nous allons maintenant passer à la remise du prix Varnet avec Fanny Moraglia, que nous invitons à monter sur scène.